Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir le colonel Pierre-Alain Antoine, pilote de chasse sur des avions qui ont fait rêver des générations d'enfants, dont moi. 6200 heures de vol sur F-100, Mirage 3E, Mirage 4, Jaguar, commandant des équipes de présentation de l'armée de l'air, c'est-à-dire la patrouille de France, l'équipe de voltige, l'équipe du parachutisme Les Phénix, directeur du polygone de guerre électronique, plusieurs détachements en ex-Yougoslavie, en Afrique, en Arabie Saoudite, où il commande le détachement français. En 1995, il quitte l'armée de l'air d'actif pour une seconde carrière dans l'industrie de la défense en qualité de conseiller opérationnel en guerre électronique, tout en étant officier de réserve au cabinet du CEMA, chef d'état-major de l'armée de l'air. Membre de l'Aéroclub de France, du Tomato, des Vieilles Tiges, etc. Il a publié plusieurs ouvrages de qualité sur l'aviation, donné de nombreuses conférences tant en France qu'à l'étranger. Il est chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, titulaire de la médaille aéronautique, parmi d'autres décorations. Aujourd'hui, le colonel Antoine vient nous parler de son dernier livre, 41 histoires extraordinaires de la guerre invisible. Mon colonel, je vous cède respectueusement la parole. Merci Nicolas, bonsoir à tous et à toutes. Oui, ce soir, je vais vous parler d'une chose qui est invisible. Voilà. Mais si vous voulez, c'est le titre de ce livre qui a été un titre un peu caché, car il vaut mieux lire dans le monde de la guerre électronique plutôt que dans le monde invisible. Malheureusement, l'éditeur, ayant un côté commercial, a préféré mettre le monde invisible. Alors, ces histoires, eh bien, nous allons en tirer quelques-unes. J'en parle 41. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en état de guerre, y compris lors de la guerre froide, il se passe plein de choses qui ne sont pas toujours, voire même jamais, écrites dans les journaux. Et on en parle de nombreuses années après, et encore. Alors j'en ai sorti quelques-unes. La première, elle n'était pas sur le journal. Mais auparavant, je vais vous dire pourquoi j'en ai choisi 41. Vous allez me dire, c'est une drôle d'affaire, alors plusieurs solutions. Ou bien il n'y en a que 41, mais au départ, j'avais envie d'en faire 30. Seulement, je me suis dit, ça fait un peu Alibaba les 40 voleurs. Alors j'en ai fait 40. Et puis 40, ça fait un peu juste quand même. Et puis je me suis souvenu que mon numéro de brevet de pilote de chasse, c'était 41 041. Alors voilà, j'ai trouvé la 41e. Et comme ça fait encore un peu plus accrocheur. Je l'espère en tout cas. On peut passer à la première diapo. Je fais dans ce livre beaucoup de références à Sun Tzu, c'est le général chinois qui a écrit 5 siècles avant Jésus-Christ, L'art de la guerre, et le B.A.B.A., qui a été repris bien des fois par les gens qui ont écrit sur le sujet. Mais dans son chapitre 13, il écrivait tout l'art de la guerre est basé sur la duperie, une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Et puis le Romain Vergès, on n'est pas tout à fait sûr que ça soit lui, mais enfin bon, je pense qu'il doit être pour quelque chose. Il disait si vis pacem parabellum, et comme vous comprenez tous le latin dans le texte, et que vous avez votre nafio pas loin de vous, eh bien, qui veut la guerre, la prépare. Voilà. Parce que ça ne s'improvise pas. Je peux passer à la prochaine. Dans les chapitres que je vais traiter, ils sont devant nous, mais je vais vous dire que mon livre couvre une période assez longue, une dizaine de siècles, mais je passe rapidement sur les 8 premiers. En effet, la première histoire, c'est la bataille d'Hastings en 1066. On l'a revue malheureusement samedi dernier. La devise de la Grande-Bretagne, c'est Honi soit qui mal y pense. C'est écrit en français et en 1066, c'était la bataille d'Hastings
avec Guillaume le Conquérant qui attaque et envahit l'Angleterre pour longtemps et devient roi d'Angleterre. Pardon. Alors pourquoi j'ai choisi cette affaire, ce chapitre en préambule? Parce que, eh bien, figurez-vous que le général Eisenhower, qui était le chef pour le 6 juin 1944, s'est inspiré de cette affaire. Il a pris la carte, il l'a retournée de 180 degrés. Et tout ce que Eisenhower a fait depuis l'Angleterre vers les côtes de Normandie, Guillaume de Conquérant l'avait fait des côtes de Normandie vers l'Angleterre. Préparation d'une flotte, hygiène des soldats, construction et essai de la flotte. Ils allaient, en 1066, il avait déjà institué que tous les soldats se lavaient les mains à table, avant de passer à table. Puisqu'à l'époque, ils mangeaient avec leurs doigts. Eh bien, c'est le meilleur moyen de ne pas attraper de maladies. D'ailleurs, on le revoit encore en ce moment. Lavez-vous les mains. Mais également, le fait que des communautés religieuses normandes aient installé des monastères sur la côte anglaise au fait que, entre moines, il y avait des renseignements qui arrivaient et c'est une énorme affaire, non pas de guerre électronique à l'époque, mais de renseignements qui a fait que eh bien, Guillaume le Conquérant est allé envahir l'Angleterre. Mais on passe assez rapidement sur le deuxième chapitre qui est la dépêche d'Ems. La dépêche d'Ems, petite ville, enfin, la ville s'appelle Bad Ems, c'est une ville d'eau en Allemagne où l'empereur Guillaume Ier prenait les eaux et où il y a eu ce fameux radiogramme d'Ems qui a été envoyé et bricolé, pas trop bricolé, mais suffisamment par le chancelier Bismarck pour faire grimper au rideau l'empereur Napoléon III ainsi que la presse anglaise, la presse française, mais aussi la presse allemande contre les Français, si bien que sur son blanc destrier, Napoléon III a attaqué et il a été prisonnier à Sedan et on n'était pas prêt. Ça, c'est quand même une petite habitude française. On a les moyens, mais on n'est pas prêt. Et donc, on a perdu la guerre de 70 avec tout ce qui est arrivé après. Mais on va plutôt parler des choses un peu plus modernes. La Tour Eiffel, comme vous le savez, a été construite pour le bicentenaire de la Révolution française. Pour le centenaire de la Révolution française, pardon. 1789, 1889, et pour l'exposition universelle. Et donc, cette tour devait être détruite, parce qu'on n'en avait pas l'usage. C'était un monument, comme on en a construit plein, le Trocadéro, etc. Et tout le long de la Seine, il y avait des pavillons, comme dans toutes les expositions universelles. Il se trouve que, après la dépêche d'Ems, c'est la défaite en 1871, et le traité de Francfort du 10 mai 1871, nous avons perdu l'Alsace et la Moselle. Je dis bien l'Alsace et la Moselle, et non pas l'Alsace et la Lorraine, comme dit la chanson, puisque je suis lorrain de naissance, et la Lorraine du Sud, qui n'a jamais été allemande, elle. Donc, les trois départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin, et le département de la Moselle, avec la partie de ce département qui était sur la rive gauche, à travers de Metz, et qui nous est resté, ce qui fait que le département de la Meurthe-et-Moselle, qui s'intitulait le département de la Meurthe, s'est récupéré cette espèce de col de cygne sur la partie ouest, et qui fait maintenant la Meurthe-et-Moselle. On a, à ce traité de Francfort, on a échangé quelques cantons, comme les cantons de Salles et de la vallée de la Bruche, où on ne parle pas alsacien d'ailleurs. La vallée de la Bruche, ça va de Saint-Dié, où je suis né, jusqu'à Strasbourg, en passant par le col de Salles. Et donc, on a aussi échangé quelques cantons
dans le nord de la Meuse, pour garder, pour garder la ville forte la ville qui n'était pas encore forte de Belfort. Et voilà. Or, nous avons construit dans les années 1880-90 des fortifications, la ligne Serré de Rivière, un nouveau Vauban, et pas encore un Maginot, mais c'était en gros 4 grandes places fortes qui étaient construites le long ou pas loin de la nouvelle frontière. J'ai nommé Verdun, Toul, Épinal et Belfort. Bien nous en a pris donc d'échanger quelques cantons. Ces forts étaient très modernes, très en avance, bien que avec l'arrivée de la mélinite à la fin des 1880, des années 1880, il a fallu, c'était des forts en maçonnerie, il a fallu donc les, les bétonner et en béton armé, parce que autrement la maçonnerie avec les obus explosifs allait voler en éclats. Mais toutes ces places fortes étaient équipées d'un terrain d'aviation, d'un parc à ballons et aussi de la radio et de la téléphonie. Quoi de mieux pour la radio que d'avoir une antenne pas loin du Grand État-Major à Paris, une antenne qui fait 300 mètres de haut, la Tour Eiffel. Donc le ministère de la Guerre demande instamment à ce que, au sommet de la Tour Eiffel, on y mette des antennes et on y met des antennes de radio. Voilà. Et on écoute, parce qu'on avait des moments morts dans le champ, sur le champ de Mars, entre la Tour Eiffel et l'école militaire, mais plus près de la Tour Eiffel que de l'école militaire, elle a été comblée, en tout cas bouchée, et il y a une station d'écoute souterraine qui a fonctionné bien après la Première Guerre mondiale, où on écoutait les Allemands qui ne pensaient pas être écoutés d'ailleurs, ça leur a repris avec la machine uniquement, on en parlera un peu plus loin pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ces écoutes ont été extrêmement bénéfiques. Comme par exemple pour les, euh, les bombardements de Londres, où les Allemands avaient la mauvaise habitude de regrouper pas loin de la frontière française, disons du côté de la Forêt-Noire, la veille où ils allaient faire des incursions jusqu'à 12 zeppelins en patrouille sur Londres. Eux avaient la radio et ils avaient l'habitude de faire des essais radio le matin du raid de nuit, dans le genre 1, 2, tu m'entends, et voilà. Et donc, on savait que dans la nuit, ils allaient attaquer Londres et Paris aussi. Or, il n'y avait pas que des écoutes, il y avait aussi Radio Paris, enfin Radio Tour Eiffel, qui émettait, et on avait des liaisons en haute fréquence sur des émetteurs et des récepteurs qui étaient dans notre Afrique coloniale, mais également on avait des relations avec les grandes capitales européennes. Donc on a pu, alors les Allemands, que faisaient-ils? Eh bien, quand ils revenaient, comme ils avaient déjà des radiogoniomètres à bord de leur Zeppelin, ils se recalaient sur l'émetteur de la Tour Eiffel pour faire leur navigation. Le GPS n'était pas encore arrivé. Et un soir, en 1917, le général Ferrier, qui commandait les transmissions, qui commandait en fait le 8e régiment de génie, et qui était au Mont-Valérien, qui est devenu le 8e de transmission, qui existe toujours. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un régiment, mais qui avait plus d'hommes qu'un corps d'armée. Et il y avait, je crois, 28 000 hommes, parce qu'il y avait des radiotélégraphistes dans tous les régiments, bien sûr. Et donc, le général Ferrier a donné l'ordre de couper un toc l'émetteur de la Tour Eiffel et d'émettre sur la même fréquence sur l'émetteur de Lyon-Ladoua. Et les Allemands, eh bien, ils se sont recalés sur Lyon, voyant que Lyon était Paris. Et le lendemain, eh bien, alors déjà, il y a un Zeppelin qui s'est écrasé dans les Vosges.
un autre qui s'est écrasé près de Fort-Calquier, et deux autres qui sont écrasés au large de Toulon. Les Allemands ont compris que c'était plus la peine qu'ils refassent le même coup, ils avaient été floués. Mais dès 1918, donc, on écoutait les ordres d'opération allemands et les ordres allemands, et on a failli monter une affaire. On a monté une affaire, mais elle a capoté pour la seule raison, il se trouve que le grand état-major allemand était à Spa près de Liège. Vous savez, le circuit de Formule 1, Spa-Francorchamps, eh bien, il était à Spa. L'empereur voyageait à bord d'un train spécial, et donc on avait entendu, écouté que l'empereur devait se rendre à son état-major à Spa, qu'il allait arriver avec son train à la gare la plus proche et faire le voyage en voiture. On a monté une attaque de ce transfert automobile. Or, vous savez que c'est très difficile de museler la presse, même si elle était extrêmement muselée pendant la Première Guerre mondiale. Un journaliste qui a fait un article là-dessus et qui l'a dit. Il l'a écrit en tout cas. Et évidemment, comme il y avait des gens qui achetaient des journaux à Berlin, eh bien, l'empereur a décalé son horaire. En plus, on s'était mal débrouillé parce qu'on n'avait pas pensé qu'entre l'heure française et l'heure allemande, eh bien, il y avait une heure de décalage. Et donc, à l'époque. Et donc, forcément, l'empereur avait sa montre calée sur l'heure de Berlin et la nôtre sur l'heure de Paris, donc ça n'a pas marché. Mais on peut passer plus loin sur le radiogramme de la victoire, sur la prochaine diapo, si vous voulez bien. Voilà, voilà. Et je reviens un peu avant. Je vous ai fait un dessin du spectre électromagnétique. Il n'y a qu'un spectre électromagnétique. Il n'y en a qu'un. Avec plein de subdivisions, et celui-là, il est encore simplifié. Je pars de la droite vers la gauche pour les plus basses fréquences. En dessous, il y a les fréquences mécaniques. Ma voix est une fréquence mécanique, la vôtre aussi d'ailleurs. On émet une fréquence et notre oreille l'entend, cette fréquence. Et donc, vous avez les ondes radioélectriques qui sont une grande partie. Alors, vous avez la très basse fréquence, très moyenne fréquence, enfin, very low frequency, etc. Et puis, la HF qui rebondit sur les couches 3A de l'atmosphère et qui peut passer 20 000 kilomètres comme ça. Mais après, les fréquences qui sont les plus écoutées, ce sont les fréquences UHF pour les militaires et les fréquences VHF. Et puis, dans les fréquences un peu plus hautes, mais déjà dans les fréquences très basses, ce sont les fréquences d'émission des radars. Parce que radar, ça veut dire, le R de radar, ça veut dire radio. C'est un acronyme qui veut dire radio and detection and ranging. C'est-à-dire une radio qui détecte et qui donne la distance. D'où le sigle radar. Plus un radar émet en basse fréquence, plus il a une grosse antenne. Plus un radar émet en haute fréquence, il a une petite antenne. On ne peut pas mettre une antenne de 5 mètres de diamètre dans le nez d'un avion de chasse. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler dans des fréquences plus hautes, aux alentours de 3 cm de longueur d'onde, c'est-à-dire 9900 gigahertz. Et donc, on a au-dessus les infrarouges. Et puis le visible. Et plusieurs ultraviolets, les rayons X, quand vous passez une radio, et les rayons gamma, qui sont les rayons qui sont émis par les explosions nucléaires. Donc là, vous avez le spectre électromagnétique, mais nous, on va se contenter de la première partie, radioélectrique. J'aurais pu dire radio et radar électrique. Mais bon, voilà. On passe à la suivante.
Voilà les écoutes depuis la Tour Eiffel. C'est un dessin. Il y a des photos. Il y a des photos de cette écoute. Donc, vous voyez la Tour Eiffel. Vous voyez les grandes antennes HF qui sont piquées sur le champ de Mars. Vous voyez les deux petits carrés qui sont sur le champ de Mars. Et il y a le brin d'entrée du poste, le cœur intérieur du poste, l'escalier d'entrée du poste de TSF. Vous voyez, c'était enterré. Il y a des isolateurs au sommet de la Tour Eiffel, parce que vous savez que la Tour Eiffel, elle bouge, parce que si elle était vraiment rigide, elle casserait avec le vent. Là-haut, à 1000 pieds, 300 mètres, eh bien, il y a des vents qui sont beaucoup plus forts que dans la rue. Et donc, il y a des amortisseurs avec des hommes qui étaient en haut et qui vérifiaient les enrouleurs. Je crois que j'ai la photo sur la prochaine. Non, c'est la photo du général Ferrier. Le général Ferrier n'est pas passé maréchal, mais on aurait pu le garder comme maréchal, mais il n'était pas d'une arme de mêlée. Les transmissions venaient d'être inventées. Néanmoins, vous savez qu'un général, quand il arrive à la limite d'âge, il est mis en deuxième section. C'est-à-dire qu'il est toujours, sa retraite n'est pas comme tous les fonctionnaires, une retraite à 80%, y compris les militaires qui ne sont pas fonctionnaires mais agents de l'État, puisque les fonctionnaires ont le droit de grève et pas les militaires. Mais la retraite en France est calculée sur 80% de la dernière solde de base. Eh bien, les militaires, les généraux ont toujours 100% et pendant une certaine période parce qu'ils sont taillables et corvéables à merci, ils peuvent être rappelés à tout moment. Le général Joffre, par exemple, en 1914, était à 2 doigts de la retraite, il a été rallongé. Voilà, il est resté actif. Le général Ferrier, quand il a pris sa retraite, est resté d'actif aussi. C'est-à-dire, jusqu'à sa mort, on n'a pas pu lui donner un bâton de maréchal, eh bien, il était d'actif toute sa vie, sans être sous uniforme, simplement une question de solde. On passe à la prochaine. Le radiogramme de la victoire, décodé par le capitaine Pavin. La guerre de 14 avait traîné. Bon, il y a eu les écoutes d'août 1914 et la reconnaissance aérienne qui a permis de voir que les armées allemandes, au lieu d'entourer Paris par l'ouest, comme était prévu dans le plan Schlieffen, avaient entouré Paris par l'est. Grave erreur. On l'a vu, on a basculé notre dispositif et ça a été donc la bataille de la Marne. La bataille de la Marne, elle a commencé sur l'Ourcq et s'est terminée au Grand Couronné, près de Nancy. Donc, les armées se sont enterrées et je reviens très rapidement sur ces 4 places fortes. Entre Verdun et Toul, il y a des forts d'intervalle, on ne pouvait pas passer. Entre Toul et Épinal, il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut passer. Et entre Épinal et Belfort, il y a des forts d'intervalle. Donc, lorsque la bataille de l'Ourcq et donc de la Marne s'est engagée, les Allemands avaient attaqué au nord de Verdun et s'étaient reportés, parce que sinon on avait leur plan, ils avaient certainement réussi à écouter les nôtres, ils sont passés par la trouée de Charmes, puisque entre Toul, Nancy et Épinal, il y a une ville qui s'appelle Charmes, et donc ils sont passés par là. Or, le 20e corps, le célèbre 20e corps qui était à Nancy, commandé par le général Foch, himself, déjà en 1914, a attendu les Allemands de l'autre côté de la trouée de Charmes. Il les a battus dans les étangs, dans les marais de Montaubert et on est passé à une guerre de position. Tout le monde a sorti la pelle à la pioche et on a fait des tranchées, et ce pendant un moment, quasiment jusqu'à la fin. Pas tout à fait, parce qu'en 1917, les Américains sont arrivés, ils ne voulaient pas entendre parler de guerre de tranchées. Il faut dire que les Américains sont arrivés avec 2 millions d'hommes.
et quasiment tout du matériel français, mais on a recommencé la guerre d'avancer, le mouvement. Et il faut bien dire qu'au mois de mai, juin 1918, on était très mal. On était quand même à deux doigts de perdre. Et le capitaine Pinvin, qui était un officier de réserve, en fait, c'est un polytechnicien qui était major de sa promotion, c'est promo X 1907, était un homme qui adorait les mathématiques, forcément, comme beaucoup d'X, comme tous d'ailleurs, et il s'était retrouvé aide de camp d'un général, mais il avait été repéré et il était parti à ce qu'on appelait le cabinet noir, qui était les écoutes du grand état-major, du grand QG français. Il se trouve que le 1er juin 1918, les Allemands, qui avaient un code qu'on avait décodé depuis bien longtemps, qui était le code à 5 lettres, ADF VX, ils se rendent compte qu'au mois de juin, le 1er juin, alors qu'ils venaient juste de le décoder, ils mettent une 6e lettre, le G. Et là, Pinvin a fait le même coup que celui qui a inventé le vaccin ARN messager. Il a eu une intuition qui s'est avérée la bonne. Il s'est dit, si les Allemands mettent une nouvelle lettre, eh bien, c'est qu'ils veulent être plus précis et que ça va être des chiffres. Il a décodé pendant 36 heures sans boire, sans manger, sans dormir. Après, il est parti en maison de repos parce qu'il est tombé en javel. Il a décodé un message qui disait que les Allemands allaient, c'est un message du grand état-major allemand, qui disait à l'armée, qui était en gros près du plateau de Méry, dans l'Oise, et donc revenu pas loin de Paris, hein, ils nous avaient enfoncés, de faire un dépôt de munitions là, à un endroit très précis, qui n'avait rien à voir avec la position des armes, et que s'il fallait le faire, il fallait se cacher pour le faire, mais s'il fallait, tant pis, on le ferait de jour, parce que c'était en plus extrêmement stratégique. Imaginez un capitaine de réserve, en temps de guerre, tout le monde devait être actif, qui va voir le grand état-major et les généraux en disant, voilà, j'ai trouvé la solution, parce qu'il y en avait 3 options. On ne savait pas si les Allemands allaient attaquer à 3 endroits. On hésitait sur 3 endroits. On savait qu'ils allaient attaquer. On hésitait sur 3 endroits. Seulement, on ne pouvait pas boucher les 3 trous. Donc, on pouvait en boucher un. Il était très important de savoir lequel. Et donc, on demande au général Mangin de basculer son armée et se mettre en face des Allemands. Et c'est la célèbre bataille du plateau de Méry le 11 juin où le maréchal Foch lui donne toutes les réserves. Ça passe sous sa casse, hein. Toutes les réserves. Il bascule son armée et met l'armée allemande en déroute. Partant de là, les Allemands comprennent que ils sont cuits, mais c'est bel et bien une affaire d'écoute. Alors, le capitaine Pinvin est devenu un grand industriel. Hein. Il a été patron du Crédit Commercial de France, mais il a été patron de grandes industries, qu'on dirait maintenant du CAC 40. Il est mort il y a pas très longtemps. Quand je dis pas très longtemps, il est mort dans les années, en 65, je crois. Alors, on peut passer à la prochaine. Donc ça, c'est le radiogramme de la victoire. Une pure affaire. Alors, je vais vous dire, ce radiogramme de la victoire, le voilà. Il est traduit, chiffré, retraduit et envoyé aux troupes. Celui qui l'a reçu, qui l'avait envoyé et qui l'avait codé du côté allemand, s'appelait le lieutenant Nebel. Pour ceux qui connaissent l'allemand, Nebel, ça veut dire le brouillard, en allemand. Mais enfin, c'était son nom de famille. Eh bien, c'est 60 ans après, que Pinvin a rencontré le colonel Nebel, après la Deuxième Guerre mondiale, hein, et lui a dit, eh bien, voilà, je t'avais décodé, mon garçon, et l'autre n'en est pas revenu encore.
ce radiogramme de la victoire nous a fait gagner la guerre de 14, alors que 2 mois avant, on était pas loin de perdre. La suivante, s'il vous plaît. Voilà Pavin jeune, il est mort en 80, voilà. Il dit 65, et puis ça ne pouvait pas ça puisque c'est en 18 plus 60, ça fait 78, donc voilà. Et Pavin un peu plus âgé. La suivante. On va passer maintenant à la très longue histoire de la machine uniquement. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands, une société allemande, fabrique une machine codée, à la forme d'une machine à écrire, à coder les messages. Cette machine n'avait pas du tout pour vocation de servir dans les armées. C'était une machine qui était proposée aux banques pour s'envoyer des messages de virement, et que ça soit codé et que la banque d'à côté ne puisse pas le savoir. C'est exposé dans les foires expositions, pas beaucoup de succès, bon, on laisse tomber, et celui qui a inventé, vend ses parts, et c'est une autre société allemande qui reprend l'affaire. Il recommence à faire du marketing. Les Polonais en achètent un exemplaire. Mais bon, voilà. Pendant la Première Guerre mondiale, le premier lord de l'amirauté en Angleterre s'appelait Winston Churchill. Et pendant la guerre, alors, premier lord de l'amirauté, ça veut dire ministre de la guerre. Hein. Et donc, il est, revenez un peu en arrière. Donc on voit, voilà. Il est premier lord de l'amirauté et il monte à Whitehall, où est l'amirauté, à Londres, en face du 10 Downing Street, hein, c'est l'immeuble qui est en face de la rue. Bon. Il monte à l'amirauté une station d'écoute qui s'appelle la Room 40, parce que c'est dans la pièce 40, en fait, c'est tout un couloir où il y a des gens qui écoutent et qui écoutent également les câbles sous-marins. Et figurez-vous que les câbles sous-marins, ben, ils ne sont pas tous sous-marins. Encore actuellement, il y a 90% des câbles, des transmissions dans le monde qui passent par les câbles sous-marins. On en tire tout le temps des câbles sous-marins. France Télécom a des navires câbliers. Or, il se trouve que, à la déclaration de la Première Guerre, les Allemands coupent tous les câbles. Ils ont un bateau qui coupe tous les câbles. Et donc, ils ont, mais sauf un qui est le câble diplomatique qui part de l'Allemagne et qui va vers les États-Unis, l'Amérique étant un pays neutre, les Allemands ont une ambassade à New York, à Washington, pardon, et donc, il se trouve que ce câble, au lieu de faire le tour par la Manche, il ressort de l'eau sur la côte est d'Angleterre, il replonge sur la côte ouest, et donc il est en aérien, ou enfin sur le sol, dans une tranchée, je suppose, mais les Anglais connaissent sa tracée et l'écoutent. Donc, déjà, Winston Churchill monte la guerre électronique anglaise. Il se trouve que, à la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill, qui est un officier, il a fait un officier de la British Army. Il a fait Sanders, qui est le Saint-Cyr britannique. C'est toujours l'école des officiers de l'armée de terre au Royaume-Uni. Et il s'est lancé dans le journalisme et dans la politique. Et il revient dans le gouvernement à la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, de nouveau, premier ordre de l'amirauté. Et le 10 mai 40, il devient Premier ministre jusqu'à la fin de la guerre, un peu après, puisqu'il est battu aux élections du mois d'août 1945.
Or, dans les années 38, les Anglais, qui avaient une station d'écoute, enfin, un cabinet noir à Londres, eh bien, le transfert, en gros 80 km au nord de Londres, à Bletchley Park, c'est une photo actuelle hein, de l'immeuble, c'est un château qui a été acheté par un commandant de l'armée anglaise, qui est richement doté, l'aristocratie en Angleterre, et qui en fait un relais de chasse, parce qu'il y a 500 hectares autour, hein, peut-être bien 1000. Bon, maintenant, c'est pavillonnaire, mais c'était pas le cas. Mais personne ne fait attention à ça. Vous savez que les Anglais, au niveau des écoutes et du renseignement, sont quand même beaucoup plus forts que nous, puisque si nous, encore que on fait des efforts et on s'améliore, les Anglais, quand ils ne font pas d'espionnage, ils ont l'impression d'avoir oublié quelque chose. Et puis les Anglais, quand ils montent un coup, c'est toujours un coup de billard à 4 bandes. Donc cet homme-là, ce commandant, achète ce château pour en faire un relais de chasse. En fait, on y transfère leur école de décodage et on appelle ça la station X. La station X, parce que, encore un jeu de mots, c'est la 10e station. X, ça veut dire 10 en chiffre romain, comme vous le savez. C'est la 10e station. Alors, station X. Pourquoi? Parce qu'on essaye de décoder Enigma. Lorsqu'en 1934, la montée du nazisme, l'armée allemande a besoin de se relancer et sur le marché trouve la machine Enigma, la fait militariser et commet l'erreur. Ils en ont commis beaucoup des erreurs, les Allemands, parce que, une petite parenthèse, si à chaque fois ils perdent la guerre, c'est bien parce que à chaque fois il y a un meilleur qu'eux qui les bat. Hein. Bon, et donc là, ils mettent au point un système avec la machine Enigma, mais tout le monde est relié à la machine Enigma, même si chaque arme a des petites modifications, si bien que l'armée de terre, la Kriegsmarine, la Luftwaffe, la Gestapo, les SS, les affaires étrangères, la Reichsbahn, les trains, tout le monde a le même système de codage, avec plus ou moins de rouleaux codeurs, mais bon, ceux qui sont les plus en avance, ce sont la Kriegsmarine. Or, il se trouve que nous, en France, on a notre deuxième bureau qui a un contact avec un homme, un Allemand, qui s'appelle Hans Thilo Schmidt, qui est le frère d'un général allemand qui a commandé un corps d'armée à la fin et qui travaille au Chiffrierstellen en Allemagne et qui a probablement besoin d'argent et fait des offres à la France. Et pendant de 38 à 40, un peu avant 40, eh bien, il nous envoie les codes parce que les codes, ils changent tous les mois. Et puis, à la fin de la guerre, ils changeaient tous les jours. Hein, bon. Donc, mais tout ça, il faut que toutes les unités aient un cahier de codage pour pouvoir, on n'allait pas envoyer tous les jours à toutes les unités allemandes. Il y avait des milliers d'énigmes partout où les Allemands étaient. Et donc, on a ces codes. On invite les Anglais. Alan Turing vient chez les Polonais qui disent qu'ils l'ont décodé. Effectivement, les Polonais montent un peu un bateau. Ils ont refait une énigme avec celle qu'ils avaient achetée, mais ils ne la disent pas. Or, les Polonais sont envahis en 1939. Ils se sauvent, leur équipe de chiffrement se sauve en France et ils sont recueillis dans une villa, un petit château à Gretz-Armainvillers, en Seine-et-Marne. C'est de là que Clément Ader avait décollé, hein, le 9 octobre 1890. Et donc, pas dans le même château, hein, à côté, ça s'appelait le PC Bruno. Et puis, les Anglais sont là aussi. Et quand nous, on est attaqués, ben, les Anglais ramènent tout le monde. Enfin,
ramènent surtout leur équipe et à partir de ce moment-là, tirent la couverture à eux et disent que c'est eux qui l'ont décodé. En réalité, c'est les Français qui l'ont décodé parce qu'on avait un Allemand qui nous donnait les carnets de codage, mais ceux qui ont vraiment décodé, c'est les Polonais qui ont travaillé pour trouver. C'est toujours la même histoire. Hein. Quand il y a une découverte, il faut toujours un espion, il faut un gars qui se vend à l'ennemi, il faut un mathématicien, il s'appelait Rejowski, c'était un Polonais, et puis ils ont eu Alan Turing en Angleterre. Alors on passe sur la prochaine. On va voir les stations Y. XY, vous avez vu? XY, là encore, on fait encore un jeu de mots. X et après, enfin, Y et après X. Le long des côtes est de l'Angleterre, les Anglais ont monté une chaîne de radar qui s'appelle la chain Home, mais également des stations d'écoute, des stations Y, où il y a des petites baraques tout le long de la côte, et ils écoutent les fréquences de la marine allemande et de tous les bateaux. Ils prennent, c'est en morse, hein, donc ils prennent le morse, mais les demoiselles qui font ça, en général les filles de la Royal Navy, c'est des filles qui ont eu un passé, qui ont appris l'allemand, qui ont eu de la famille allemande, et comme vous le savez, la famille royale anglaise est une famille royale allemande, donc il y avait beaucoup d'aristocratie qui parlait allemand, et donc elles prennent en morse l'allemand. C'est envoyé par motocyclette jour et nuit, neige ou brouillard, à Bletchley Park, c'est décodé. Bah, on a du mal à décoder au départ, mais ça arrive à être décodé et on arrive à décoder tous les codes allemands et leur ordre de bataille, sauf celui de la Kriegsmarine, qui eux ont pris la précaution de remettre un rotor de plus et pendant ce temps-là, eh bien, euh, les sous-marins allemands détruisent les convois qui viennent et il était grand temps qu'on trouve la solution parce que tous les renforts qui venaient des États-Unis n'auraient pas pu arriver en Angleterre pour le débarquement. Voilà. Donc encore une fois, une question d'écoute, mais les Allemands n'ont jamais cru. Pourtant, il y avait des indices, mais ils se sont dit c'est pas possible. Certains disent, par exemple, que lorsqu'il y a eu le bombardement de Coventry, eh bien, Churchill n'a pas voulu, sachant que Coventry devait être bombardé le soir, faire évacuer les personnes âgées et les enfants pour ne pas éveiller les Allemands de dire, bon, ben, puisqu'ils ont enlevé les enfants, c'est qu'ils savaient qu'il y avait un bombardement qui allait arriver. Et donc, c'était un peu tiré, bon, ça a été démenti officiellement, mais enfin, vous savez, les démentis officiels, c'est souvent pas très argumenté. Donc, la machine Enigma, c'est une chose. Mais surtout, on va passer à la suivante. Voici la machine Enigma. Vous voyez, c'est une machine à écrire. Donc, vous changez le code, c'est des touches, hein, vous changez. Et vous avez celle-là, c'est la version Kriegsmarine avec 3 rotors. Vous avez, en fonction du code que vous mettez, eh bien, quand vous tapez une lettre, eh bien, en haut, les 3 rangées blanches, ce sont des lumières, et ça allume sur une lettre codée. Et donc, il faut 3 hommes, et il y en a un qui refait ça, et qui code le message à envoyer à la personne qui doit le recevoir. Il faut évidemment que la personne qui va le recevoir ait le même code à la même heure, et comme les personnels qui s'occupent de ça, eh bien, ils font des erreurs. On ne doit jamais relancer un message si quelqu'un dit, le réceptionniste dit, j'ai pas bien compris, renvoyez-moi le message, on doit le renvoyer avec un nouveau code. Mais il y a eu plusieurs fois des erreurs, et ça s'est passé pour 2 fois le même message, mais, pas rentrer dans la technique, mais la personne qui relance le message, il est un peu agacé d'avoir fait une erreur.
et que l'autre lui redemande. Alors, il donne des abréviations. Par exemple, je sais pas, il va écrire, au lieu d'écrire Luftwaffe, il va marquer LW, parce que c'est un code connu en Allemagne. Et donc, ceux qui écoutent se rendent compte que ce mot-là, eh bien, il veut dire la même chose et il décode petit à petit la machine Enigma. On a dit, on a dit, et il y a beaucoup d'écrits sur le sujet, que Alan Turing avait aussi décodé la machine Lorentz. Alors, comme je vous ai dit, Enigma, tout le monde en avait, mais la machine Lorentz, qui s'appelait la Schlüssel-Zusatz, était une machine qui avait été fabriquée donc par la société Lorentz et qui était une machine qui codait le grand état-major vers ses grands commandeurs. C'est-à-dire le grand état-major, et vous savez qu'à partir de 1943, Hitler a dit, le chef, ça va être moi, vous êtes tous des imbéciles, des généraux, donc c'est moi qui commande. Bon. Et donc, il envoyait des messages comme ça, mais tout l'état-major aussi, sur les Lorentz. Et ces grands receveurs de messages étaient à Paris, il y avait le commandant du Grosse Paris, il y avait le maréchal Rommel, il y avait le commandant du front en Italie, le commandant du front nord russe, du front sud, et il y avait 11 personnes qui recevaient ça. Eh bien, un Anglais qui n'est pas Alan Turing, mais qui a participé à décoder cette machine sans jamais la voir d'ailleurs. Et puis j'ai écrit Colossus Mark II, eh bien ça a été l'ancêtre de l'ordinateur, et là ça a été aussi Alan Turing qui a aidé, mais c'est pas vraiment lui qui l'a. Et ça, on l'a commencé à le savoir à partir de 1970-72. Donc si nous, on avait gardé le radiogramme de la victoire et son secret pendant 60 ans, vous voyez que les Anglais ont fait presque pareil, 45 ou 50 ans. On passe à la prochaine. Voilà la Lorentz Schlüssel-Zusatz SZ. Alors Schlüssel, ça veut dire la clé en allemand. La 40 et la 42, vous voyez qu'elle est extrêmement plus sophistiquée parce que là, il y a 6 doubles rotors. Ça fait 12 rotors au lieu d'en décoder 3 et enfin en décoder 12. Donc c'est extrêmement compliqué. Eh bien, les Anglais, celui qui l'a décodé n'avait jamais vu la machine et pourtant il l'a décodé. Suivant. Colossus Mark II. Alors, il y en a eu 14 exemplaires qui ont été construits. C'était des trucs à bande manuelle et à bande perforée. Il y a encore deux demoiselles qui s'en occupent. C'était une photo d'époque. Les Anglais nous ont dit qu'ils les avaient toutes détruites à la fin de la guerre. C'est faux, bien sûr. Sur d'autres écrits récents, ils disent qu'ils en avaient gardé 2. Mais qu'il y en a un qu'ils ont perdu, si on allait le croire. Et en tout cas, un ingénieur a reconstruit, moi je l'ai vu à Belchépar, parce que maintenant c'est un grand musée, Belchépar, ils ont reconstruit sur les dessins et les photos, il a reconstruit un Colossus 2 qui fonctionne à Belchépar maintenant. Cela dit, un petit détail qui est hors sujet mais qui s'y rapporte, à la fin de la guerre, les Anglais ont mis la main basse sur environ 500 machines Enigma qu'ils ont très gentiment distribuées à leur colonie qui était en train de vouloir se décoloniser à partir de 1947. Et donc, ce qui veut dire que pendant très longtemps, les Anglais ont continué à décoder les Indiens qui parlaient au Pakistanais, par exemple. Voilà. Quand je vous dis qu'ils font du travail avec 4 bandes de milliards. La suivante, s'il vous plaît. L'opération Beating, encore une opération formidable. Ça, c'est une photo d'un Spitfire. C'est près de Saint-Omer, ce château qui n'existe plus. Cette grosse maison qui était une maison d'un riche personnage. Vous voyez que le petit rond noir, c'est un radar. C'est un radar de guidage de flaques
Et donc, ce système-là a été découvert par un Spitfire qui a sauté la falaise et qui a pris la photo. En l'agrandissant, eh bien, on a vu que c'était un radar Würzburg, le petit Würzburg, qui c'est le gros Würzburg Riese, ça veut dire géant en allemand. Donc, les Anglais ont monté une opération qui s'appelle l'opération Beating. Il s'agissait d'aller chercher ce radar. Donc, ils ont envoyé des parachutistes, ils les ont parachutés avec une flotte pour les récupérer. Donc, ils ont été parachutés. Il y a un stick qui est arrivé un peu loin, mais enfin, c'était très bien monté. Toujours est-il qu'ils ont pris d'assaut. Bon, ils ont eu un mort, hein. Mais les Anglais ont tiré aussi, les Allemands ont eu des morts. Et évidemment, ils ont alerté les renforts, les Allemands. Néanmoins, ils ont réussi quand même. Ils avaient amené un électronicien de la Royal Air Force et il a réussi à démonter le bloc émetteur du radar et ils ont fait prisonnier l'opérateur. Comme ça, ils sont revenus. Alors, ils sont revenus, évidemment, escortés par des navires de la Royal Navy et avec des escadrilles de Spitfire qui les ramènent à Southampton le petit matin. Ce qui leur a permis de trouver les fréquences d'émission des radars. Les Allemands avaient déjà des radars à antennes casse-grains, c'est-à-dire des antennes rondes, hein. Bon. Les Anglais, leur système chain home était des radars qui ne tournaient pas. C'était des antennes sur des pylônes. Un pylône d'émission, un pylône de réception. En 1938, le commandant de la guerre électronique de la Luftwaffe, le colonel qui est devenu général Martini, a fait des écoutes à bord de Zeppelin. Ils ont même fait des vols stationnaires pas loin de la côte, pris des photos et ils en ont conclu, je vous ai dit tout à l'heure que le R de radar, ça veut dire radio, que c'était des émetteurs radio, parce qu'ils travaillaient dans des bandes radio, des bandes basses. Et donc les Allemands ont dit, bon, bah, c'est des relais radio, c'est bon, alors que c'était des stations radar, parce qu'ils pensaient que les radars avaient des antennes comme eux avaient fait. Ça a permis aux Anglais de voir que l'émetteur du radar n'était pas très sophistiqué, et donc ça leur a permis de construire les contre-mesures pour les avions qui allaient attaquer. Et comme les Allemands ont travaillé quasiment avec tous leurs types de radars, que ce soit les ETAC, les radars air-sol, aéroportés, enfin, quasiment dans la même bande de fréquence, eh bien, ça a permis, après cette opération Beating, de dire aux Anglais, eh bien, vous avez, de permettre aux Anglais de faire des contre-mesures à large spectre, pas très large quand même, pour tout couvrir. Car les Allemands, pendant la guerre, n'ont jamais fait le saut des fréquences centimétriques. Alors que le magnétron, qui permet le travail sur les fréquences centimétriques des radars modernes, avait été inventé par un ingénieur français qui était de Nancy et qui est le professeur Guiton, qui avait travaillé et construit les premiers radars après le naufrage du Titanic pour repérer les icebergs dans l'Atlantique Nord. C'est pour ça que les grands paquebots avaient des radars construits par les Français. Mais on avait laissé tomber et au début de la guerre, en septembre 39, on a un peu laissé tomber les radars alors que les Allemands en avaient déjà des centaines et les Anglais aussi. On passe à la suivante. Opération Beating, vous voyez, c'est une peinture suivante, les Anglais qui sont en train de démonter devant le Würzburg. Encore une peinture. Suivante. Et là, eh bien, ils rentrent avec les péniches de débarquement qui sont venus les attendre. Suivante. Ça a été un coup de mer.
Fortitude, encore de la ruse et de la duperie. Hitler était persuadé que les Alliés allaient débarquer. Oui, tout le monde était d'accord. Mais où et quand? Et donc, Hitler, qui était un caporal qui avait fait la guerre comme estafette à l'état-major du Kronprinz pendant la guerre, n'était pas un grand stratège, bien que il n'ait pas fait que des bêtises entre le début de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il était persuadé que les Alliés allaient débarquer à Calais, parce que c'est là que de Douvres à Calais, il y a 32 kilomètres. Sauf que dans ce Venturi, qui est le Pas-de-Calais, eh bien, il y a 5 nuits de houle, et vous ne pouvez pas faire passer une péniche sans quille, hein. Ça marche pas. D'ailleurs, les grands amiraux allemands avaient trouvé que s'ils allaient débarquer, eh bien, ils débarquaient en Normandie. Et Hitler était persuadé du contraire. Alors, l'idée était de faire croire qu'ils allaient débarquer effectivement à Calais. Ce qui a permis à la création de la FUSAG, c'est-à-dire la First US Army Group, commandée par le général Patton, bien connu des Allemands. Mais le général Patton n'avait que 3 étoiles. Alors, vous savez que nous, on commence à 2 étoiles et on termine à 5 pour les généraux, mais tous les autres pays commencent à 1 jusqu'à 4. Bon, le chef des chefs aux États-Unis a 5 étoiles, mais c'est bon, parce que c'est le chef. L'équivalent de notre maréchal chez nous qui a 7 étoiles. Mais donc, le général Patton n'avait que 3 étoiles à l'époque, puisqu'il avait été relevé de son commandement de la 7e armée en Sicile, après avoir giflé des soldats quand il avait cru qu'il tirait au flanc. Et donc, ça avait ému le président, qui était monté jusqu'à la Maison Blanche. Et donc, on l'avait mis là. Les Allemands se sont dit, oh, si on met Patton à la tête de cette armée, mais qui était complètement fictive. C'est-à-dire qu'on a construit dans le Kent des campements qui étaient activés par des réservistes, des gens de la Home Guard, des vieux réservistes. Bon, ils pendaient du linge, ils mettaient du feu, ils faisaient du feu, on a élargi les routes, pour faire passer les blindés qui n'existaient pas, on a fait des blindés gonflables, des bateaux gonflables, on a fait des fausses péniches de débarquement, etc. On est même allé jusqu'à faire il y avait un régiment de transmission américain et un anglais qui faisaient des faux messages et qui disaient, bon, telle compagnie, quand est-ce que vous venez nous remplacer les draps, parce qu'il y a longtemps que nos draps sont sales, ou dans la presse, le 2e classe machin va se fiancer avec mademoiselle X de tel village. Voilà ce que c'est que les Américains qui sont dans le Kent. Évidemment, les Allemands, bon, étaient de plus en plus persuadés. En plus, ils permettaient certains endroits aux avions de la Luftwaffe pour venir prendre des photos au-dessus de l'Angleterre, y compris dans le Kent, où les aviateurs ramenaient des photos avec des régiments de chars dans les prés, sous les arbres, etc., etc. Donc, il fallait faire croire à Hitler que le débarquement de Normandie n'était qu'un leurre et que le vrai débarquement se passerait dans le Pas-de-Calais, là où la Manche est la moins large. Ce qui a permis, ce qui a obligé Hitler à garder quasiment toutes ses Panzerdivisionen dans le secteur de Lille. Je vous rappelle que Lille était sous le commandement de Bruxelles à l'époque, commandement allemand à Bruxelles. Donc, quand le 6 juin 1944, les généraux allemands ont demandé, et von Rundstedt a demandé à ce que les divisions arrivent, on a dit on ne réveille pas le Führer au grand état-major. Alors il a pris l'initiative de les faire aller vers la Normandie, et quand Hitler s'est réveillé, lui qui se couchait vers 4 heures du matin et qui se réveillait vers 2 heures de l'après-midi, on ne réveillait pas Hitler le matin, eh bien, il leur a fait faire demi-tour. L'idée de Fortitude, c'était de faire perdre 48 heures de temps aux Allemands pour arriver sur les plages de Normandie. Eh bien, ça a marché pendant 3 semaines. Pendant ce temps-là, les
les résistants en France faisaient sauter tous les ponts sur la Seine, sauf les ponts de Paris. Et donc, eh bien, les trains de Lille, il fallait qu'ils passent jusqu'à Auxerre pour remonter en Normandie. Et quand ça a été fait, eh bien, c'était trop tard. Voilà. Donc, Fortitude, encore une fois, les grandes écoutes. Et donc, tout ça, c'est des chapitres que je traite. Et on va passer, Nicolas, s'il vous plaît, à la prochaine. Voilà. Dans la nuit du 6 juin 44, il y a eu deux opérations, pas que, mais les deux plus importantes. Il y a eu Titanic, Mandrel, Taxable, Glimmer. Et puis, la zone de patrouille entre Taxable et Glimmer. Alors, vous avez eu des parachutages, Titanic et des parachutages dans la baie de Seine. Là, ils parachutaient des mannequins qui, à l'arrivée au sol, explosaient avec des feux d'artifice, donc étaient radés. Il y a eu Mandrel, des avions qui tournaient avec des brouilleurs. Il y a eu, entre Taxable et Glimmer, un front de brouillage, ABC, Patrol Area, qui faisait que les ondes ne passaient plus d'un côté à l'autre, c'est-à-dire ne passaient plus d'Allemagne vers la Normandie. Et les Taxable et Glimmer, c'était des bateaux, des chalutiers, avec des ballons avec des lentilles Lindbergh, qui avançaient, et au-dessus, il y avait des avions qui faisaient des hippodromes et qui avançaient chaque hippodrome, donnaient et larguaient des shafts, que les Anglais appellent des windows, hein, des bouts de papier en aluminium pour donner des écho-radars, et donc pour donner l'impression qu'une flotte avance à la vitesse de 7 nœuds. Et une flotte de débarquement avance à la vitesse de 7 nœuds. Donc, Betsen, Taxable et Glimmer en face de Boulogne. Donc, les Allemands se sont dit, ça y est, ils arrivent à Boulogne. Pas. Rien au-dessus de la Normandie. Ils arrivent à Boulogne. Donc, grosse alarme, tout le monde est en alerte. Quand le soleil se lève, il n'y a rien en face de Boulogne, il n'y a rien en face du Cap d'Antifer au Havre. Par contre, il y a tout en face de la je réponds oui à la personne qui m'envoie le message. Oui, oui. Et donc, la Normandie, eh bien, ça a été une grosse surprise. Ils sont allés plus loin, mais ça ferait l'objet, pour la guerre électronique, ça ferait l'objet d'une conférence encore plus forte. La suivante, s'il vous plaît. Voilà les détails de l'opération Glimmer avec des avions, c'était des squadron 218. Mais ils sont allés plus loin, jusqu'à, avec des haut-parleurs, faire donner l'impression de bruit de chaîne d'encre qu'on mouille et même d'entendre des gens hurler des ordres et des bruits de moteurs de chalutiers. En fait, c'était des chalutiers civils, des petits bateaux, des petites vedettes rapides. La suivante. On passe à autre chose. Les Anglais, encore une fois, toujours les billards à 5 bandes, les officiers généraux allemands qui étaient faits prisonniers, ils n'étaient pas dans un camp de prisonniers, ils étaient dans un château, à Trent Park. Trent Park, Trent, ça vient du concile de Trente. Ça se dit Trent sont eux en Angleterre. Dans ce parc, il y a un magnifique château et les officiers généraux allemands étaient prisonniers là. Alors, même pas prisonniers, quoi, c'était un hôtel de luxe. La moitié du château, c'était eux, l'autre moitié, c'était des gens qui les écoutaient. Car toutes les pièces avaient été piégées, y compris des micros dans les arbres du parc. Partout, partout. Et donc, les Allemands avaient open bar toute la journée, repas de luxe, whisky à volonté, etc., etc. Et tous ces généraux-là qui se connaissaient forcément, eh bien, en attendant que le Reich de Milan gagne, eh bien, ils commençaient à discuter entre eux, à parler des camps de concentration. C'est-à-dire que quand
quand Eisenhower fait le surpris en 45, quand il arrive en Allemagne et qu'il découvre les centres de concentration, ça fait 2 ans qu'ils le savent, etc., etc. Et donc, tous les petits secrets V1, V2, tout ça, les Allemands, les généraux allemands en ont parlé et les Anglais les ont écoutés. Et ça, c'était à Rennpark. Encore une duperie allemande, britannique, pardon. Le suivant, voilà, les généraux allemands, et puis les écouteurs qui sont dans la cave, dans les pièces de lunettes du château, et qui les écoutent en permanence. Suivant. On arrive vers la fin. Comment, à la fin de 1945, la France a profité du savoir-faire allemand? Eh bien, comme vous le savez, on n'a pas été convié à Yalta, à Potsdam non plus, et donc il y a eu, à Casablanca, il a été décidé qu'il y aurait, on occuperait l'Allemagne et l'Autriche. C'est souvent oublié, mais l'Autriche a été séparée en 4 zones également, et Vienne a été séparée en 4 zones comme Berlin. Bon, ça s'est arrêté en 1952, mais et l'Italie, comme ils avaient pendu à un crochet de boucherie Mussolini à la fin 43, eh bien eux, ils ont été exemptés d'être occupés. Donc, il y a eu 3 zones d'occupation. Mais Churchill avait dit à Staline et à Roosevelt, bon, il faut donner une zone aux Français. Évidemment, les 2 autres n'étaient pas d'accord. Churchill a dit, ben, écoutez, si vous n'en donnez pas, moi, je leur donnerai une partie de la mienne. Chose qui a été faite, enfin, les Américains en ont donné aussi une petite part, et donc on avait une zone d'occupation. Et donc, tout le monde a pompé les ingénieurs allemands qui avaient tout trouvé quand même. Hein. C'est pour ça que euh, von Braun, qui était un nazi jusqu'aux oreilles, a été repeint en blanc par la CIA, et c'est lui qui a envoyé les Américains sur la Lune. Les Anglais, qui sont très forts là, ont un peu loupé leur coup, parce que je dois dire qu'ils en ont pas piqué beaucoup. Mais il y a eu le général de Gaulle qui a donné l'ordre secret au général Koenig, qui était l'homme de l'Allemagne et qui après a été patron des FFI en France et qui est commandé en Allemagne, les troupes françaises en Allemagne, à la fin de la guerre, d'aller piquer, on peut le dire, on est à la barbe des Américains, des ingénieurs, comme par exemple Hans Bringer et Otto Krehe, qui étaient des adjoints de Werner von Braun et qui ont fait les moteurs des fusées françaises à Vernon, en Eure, ou bien Hermann Oestrich, qui avait un atelier technique aéronautique à Reichenbach, c'est pour ça que ça s'appelle Attar, et non pas une ville au nord du Mali. Hermann Oestrich, monsieur O, a été directeur technique en second de la SNECMA, Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avion, maintenant la société Safran, et c'est lui qui a construit les premiers réacteurs français comme l'Attar 101 qui propulsait les Super Mystère B2, les Vautours, etc., etc. Et puis toute la chaîne des Attar qui ont propulsé les Mirage 3, les Mirage 4, les Mirage 5. Voilà. Le canon de 30 mm, je le vois apparaître, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu les torpilles, il y a eu les premières contre-mesures. Et donc, nous avons, si on a fait très rapidement, par exemple, un missile Airson moyenne portée, c'est parce que on s'est appuyé sur les études allemandes. Si on a une soufflerie à Modane, c'est parce qu'on a démonté une soufflerie en Allemagne et qu'on l'a reconstruite à Modane. Et si on a fait des canons de marine à Rueil, eh bien, c'est parce que on a des ingénieurs allemands qui ont. La différence avec les Russes, qui en ont pris beaucoup, ça leur a permis de lancer le premier Sputnik en 57, mais les, les,
les Russes les ont mis dans des wagons blindés et les ont mis à la Cité des Étoiles, à l'Académie Aéronautique, pour inventer. Les Anglais et les Américains ont payé très cher. Nous, on leur a pas donné beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu aller aux États-Unis, généralement, parce qu'ils avaient des familles. Et donc, on leur a dit, ben écoutez, si vous venez travailler, par exemple, 5 ans en France, vous aurez un costume neuf, vous aurez une baraque, 3 seaux de charbon, un tailleur neuf pour votre femme, une école pour vos enfants. Et donc, on a monté un petit village dans la forêt à Vernon. Et donc, ces gens-là, eh bien, ont inventé nos musiques. Parce que quand vous regardez le moteur Vulcain d'Ariane et le moteur du V2, c'est les mêmes. C'est les mêmes, à la taille près. Vous pouvez voir les deux l'un à côté de l'autre au musée Snecma à Melun. Je vous encourage à y aller. C'est frappant. Voilà. On va passer à la suivante. Alors, dans le livre, je parle également de la guerre froide, les avions espions en 52, comme le projet Earthstorm, survol de l'Union soviétique par la Royal Air Force, parce que les Anglais avaient le Canberra, et donc les Américains n'avaient pas l'équivalent. Donc le Canberra, il va pas vite, il monte très très haut, il monte à 50 000 pieds, et donc, bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des pieds, vous divisez par 3, vous enlevez 10%, vous aurez des mètres. Et donc, il y a eu les stations d'écoute de l'armée de l'air française en 1956. Je traite le sujet dans une revue qui vient de paraître. C'est un raid spécial aviation. On parle du tunnel des espions à Berlin. La CIA et le MI6 a construit un tunnel sous Berlin-Est qui a été repéré par le KGB d'ailleurs. Hein. Mais enfin bon. Et puis par la suite, vous avez eu l'émission One Weasel au Vietnam, qui était des F-100 puis des F-105, et après des fantômes qui écoutaient les stations de tir, les radars de tir des missiles SA-2, SA-3, SA-4 du Vietnam du Nord. Et puis nous, l'émission Martel à Wadi Doum, par exemple, au Tchad, en 87. Moi qui avais préparé la mission, mais j'ai été relevé, et c'est la relève qui a fait la mission. Alors, j'étais à l'époque commandant d'escadrille dans un escadron de Jaguar à Nancy-Aucher, qui avait la mission Martel. Voilà. Donc, pendant je vois que les Wild Weasel avaient les missiles ARMS, c'est vrai, sauf qu'au début, c'était des missiles Shrike également, hein. Voilà. Qui était un peu l'équivalent de notre AS-30 télécommandé radio, avant qu'on ait la version télécommande automatique, télécommande manuelle, avant qu'on ait la version acquisage laser. On va regarder. Passons à la suite. Alors, j'ai participé à des missions, à une mission, parce que je commandais le polygone de l'électronique de 92 à 95 en Allemagne. J'ai monté des missions de récupération en ex-Allemagne de l'Est de matériel que l'Allemagne aurait unifié, donné à la France. Ainsi, je suis allé avec des porte-chars, mais on n'a pas de porte-chars dans l'armée de l'air. Donc, avec des camions, avec des remorques de 40 pieds, j'ai ramené des SA-6, des SA-8, des BRDM-2, SA-13, des radars, des missiles, etc. Mais on en avait récupéré aussi au Tchad, à Wadi Doum, qu'on a ramené. Et comme on n'avait pas d'avion gros porteur pour les amener en France, parce que un tel SA-6 et le radar 7 flush, ça fait déjà les deux blindés, plus un BMP, ça fait 68 tonnes. Hein. Donc, c'est pas dans un transat qu'on met 68 tonnes. Donc, quand j'étais à Djamena, quand ça s'est passé, un C5A Galaxy du SR Force s'est posé à Djamena. Ils en ont pris la moitié, ils l'ont emmené à Nélis. Ils sont venus rechercher l'autre moitié qu'ils ont ramené à Mont-de-Marsan. C'est-à-dire qu'on a payé le voyage en leur donnant la moitié de ce qu'on avait piqué à Wadi Doum. Ça aussi, ça fait l'objet d'une autre histoire, mais je le traite dans ce livre. Et puis, les missions d'écoute en 95, j'étais commandant du détachement français à Dharan, en Arabie Saoudite. J'ai fait des missions, bien que pilote de chasse, à bord du Transat Gabriel.
Et il y a deux histoires assez croquignolesques qui sont, qui sont, qui sont traitées et dont j'ai été l'auteur. Voilà. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, en conclusion, ben, toujours Sun Tzu, hein, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre, quand même une la palissade. Tout le succès d'une opération réside dans la préparation. C'est un peu ce qu'on dit dans l'aviation, mission bien préparée, à moitié exécutée. La règle, c'est que le général qui triomphe est le mieux informé. Et ça, c'est toujours valable. Alors, à la fin de la guerre du Golfe, on s'est rendu compte qu'on avait eu un petit déficit, même si on avait envoyé le Transvaal Gabriel et notre premier décennie de Sarig, mais ce qui nous a permis de monter la DRM et bien nous en a pris. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, voici mon livre. On y voit un Transvaal Gabriel et une machine Enigma. C'est la première de couverture. Ensuite, voilà. Avec ces 41 histoires méconnues de la guerre invisible, je révèle certains éléments gardés secrets pendant plus de 60 ans, tels que le radiogramme de la victoire du 3 juin 18. Tout à l'heure, j'avais écrit 2 juin, hein, parce que ça s'est passé dans la nuit, hein, 2 ou 3. Au déconnage des machines allemandes Enigma et Lorentz, en 1945, recherche discrète des intentions de l'ennemi durant la guerre froide, n'a pas été laissée de côté, pas plus que les manœuvres occultes et les plans stratégiques d'intoxication, découvert la réunification des deux Allemagnes. Au début du XXIe siècle, en pleine mondialisation économique dans le contexte d'insécurité grandissant, le recours au renseignement et à l'espionnage est vital pour les États, soucieux de préserver leur intégrité et la liberté de leurs citoyens. Un chiffre, la NSA aux États-Unis, à Fort Mill, c'est Big Brothers, hein, les écoutes. Eh bien, à Fort Mill, ils sont 40 000 personnes. Et à Bletchley Park, pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre, ils étaient 12 000. 40 000 personnes, ils sont capables d'écouter sur le globe 10 millions d'informations, que ce soit téléphone, fax, tout ce qui se transmet par tous les moyens, films, etc. 10 millions de documents par seconde. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils doivent rigoler parce qu'ils écoutent à Fort Mill, ils écoutent mon, enfin, je plaisante, mais bon, voilà. La suivante, eh bien, ce sont les coordonnées de l'éditeur. C'est quelquefois, vous avez un cadeau à faire. Voilà. Merci beaucoup, mon général. Mon colonel, excusez-moi. Sauf si vous avez reçu un message de l'état-major pendant la conférence. Mais je crois que non. Non. Je crois que vous avez reçu des questions. Oui, je suis prêt à répondre. Une question que je lis. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire un mot sur la tentative d'interception d'un avion espion SR-71 par des Mirages lors d'un passage d'un d'eux au-dessus de la France? Ça vous parle, ça? Oui, ça me parle. Je peux vous en parler, mais bon, il y a encore un peu de confidentiel là-dedans. C'est un peu ce qui est arrivé avec Howell, avec son U-2. Et ce qui peut arriver, ce qui pouvait arriver à un Concorde. Par exemple, un Concorde qui faisait Paris-New York pouvait le faire à Mach 2 et ne pouvait pas le faire à 0,9 de Mach, c'est-à-dire à vitesse subsonique de la vitesse des avions de ligne actuels, qui sont un peu en dessous, sont en gros à 0,87 de Mach. Bon. Pourquoi? Parce qu'il est obligé d'avoir une incidence à 0,9 de Mach, obligé d'avoir une forte incidence. Forte incidence égale augmentation de traînée. Comme il met 2 fois plus, un peu plus de 2 fois plus à 0,9 de Mach pour faire la distance qu'à Mach 2, eh bien, forcément, il n'y a plus assez de pétrole à l'arrivée. Alors, ce qui était arrivé à ce SR-71, il avait eu un ennui de moteur. Il avait été obligé de décélérer. Seulement, il était quand même beaucoup au-dessus de l'Union soviétique. Nous faisons partie, parce que, bon, je voudrais dire quand même très rapidement que tous les journalistes du monde disent que la France a quitté l'OTAN, c'est faux.
La France est un membre fondateur de l'OTAN, elle n'a jamais quitté l'OTAN. Par contre, en 1967, le général de Gaulle nous a fait sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Mais l'OTAN est un pays fictif et nous avons toujours eu un ambassadeur de France auprès de l'OTAN, comme maintenant, puisqu'on y est revenu. On y est revenu. Donc cet avion, on a un système. On a un système qui passe de radar de la Norvège à la Turquie, qui s'appelle le 412L, le système NADJ. Et donc, nous avons deux radars en France. Ce sont des radars ARES, construits par la société Thomson CSF. Ce sont des radars à émission et réception aléatoires. Un est sur la base de Drakensbrunn, dans le fort du Haut-Val, dans la ligne Maginot, près de Wissembourg, la pointe est de la France, et puis l'autre à Contrexéville. Maintenant, les bases aériennes qui étaient autour ont été fermées, mais les radars sont en automatique. Il n'y a plus qu'une dizaine de mécanos qui s'en occupent, mais bon, voilà, ils vont être modernisés parce que ces radars-là, on les a vus. Peut-être pas avec nos radars, mais on a vu ce SR-71 venir. Or, en France, on a un système qui, à l'époque, il y avait un bug. Bon, c'est-à-dire qu'on a vu une piste arriver venant de l'Est à Mach 2. Et à l'époque, tous les avions qui venaient de l'Est, y compris les avions de l'aéroflotte, étaient classés piste zombie et étaient suspects. Parce que vous avez remarqué que dans les avions de l'aéroflotte, avant, il y avait un nez vitré avec un navigateur qui prenait des photos. Hein. Bon, et pas que. Et il y avait beaucoup d'autres surprises. Hein. Les avions avec des équipements de guerre électronique, etc., etc. Et donc, notre système, l'ordinateur a dit c'est pas possible, ça, c'est pas vrai. Il a zappé le vecteur vitesse sur le plot radar de notre système. Et donc le radar le voyait toujours, donc remenait toujours le plot. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Or, les SR-71 ne volent pas avec le même carburant que les autres. Ils volent avec du TR5, et donc ils avaient des ravitailleurs spéciaux, des C-135, des KC-135Q. Ceux-là étaient en Europe basés à Mildenhall, au sein du 100e squadron, et donc ils étaient en alerte pour aller le rechercher, parce que ça marche pas au TR4, ni au TR0 à SR-71. Et donc, l'avion a été obligé de revenir et passer en subsonique. Mais en subsonique, il n'avait plus assez de pétrole, donc un Boeing a décollé de Mildenhall, Boeing de l'US Air Force, a décollé de Mildenhall et a fait une rejointe face à face, et il a rejoint au-dessus de Cherbourg, qui est une zone classée P, pour Prohibited. On a 5-6 zones comme ça en France, qui sont interdites de survol du sol à illimité. Par exemple, Cadarache, où on fait nos réacteurs Mont-de-Marsan, l'île Longue, où on a nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, Cherbourg, où on les construit, et il a été là. Il a fait là parce qu'il était short pétrole. Donc, évidemment, je connaissais, s'il est décédé, le général qui commandait la défense aérienne en France. Il y a eu des bretelles de retendu et des modifications de logiciels. Voilà. Donc, c'était bel et bien une panne du SR-71 qui est revenu d'Ardard, mais à vitesse subsonique. Donc, on aurait pu le voir se poser en emergency sur un terrain en France. Mais les Américains ne désiraient sûrement pas une chose pareille. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Une autre question, mon colonel, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les radars embarqués pendant la Deuxième Guerre mondiale? Alors oui, les radars embarqués, comme je vous ai dit que les Allemands n'étaient pas passés avec les magnétrons et les fréquences centimétriques, voire millimétriques, ils n'avaient que des ondes métriques, donc des grosses antennes. Je vous ai dit tout à l'heure, des grosses antennes.
Et donc, les grosses antennes, ben, ça rentre pas dans le nez d'avion. Donc, les antennes radar qu'ils avaient, comme le radar Schmetterling, par exemple, sur le Messerschmitt 110 ou bien sur d'autres avions, eh bien, c'était des antennes qui étaient en forme de râteau aux quatre coins de quatre râteaux, comme des râteaux de télévision. Et ça, on voit des avions stealth avec ça. C'est-à-dire que si on avait un avion qui était capable d'avoir un radar comme un AWACS, hein, comme un AWACS, qui est un énorme radar qu'on peut pas mettre dans le nez et qui travaille dans des fréquences très très basses, en dessous du giga, et bien en dessous, comme les Hawkeye également, eh bien on peut voir des avions comme le F-117. D'ailleurs, le F-117 qui s'est fait descendre en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, a été descendu par un SA-3 Goa, un vieux système solaire avec un radar métrique. Parce que un avion Stealth, il est pas invisible. Il se voit moins bien. Voilà. Il est plus difficile à se voir. Mais avec un radar d'ancienne génération à bande métrique, eh bien, on peut le voir. Donc, les Allemands qui avaient aussi bien leur radar solaire que leur radar RR dans la même plage de fréquence, eh bien, ont été beaucoup plus facilement brouillés plutôt que d'avoir un système pour chaque bande de fréquence. Voilà. Mais ils étaient très équipés en radar. Les Würzburg-Riese, par exemple, il y avait de la Norvège jusqu'au Pays Basque, il y avait 4000 radars. Il y avait des stations radars partout en France vers le Reich, dans des carrés qu'ils appelaient le système Himmelbett, c'est-à-dire Himmel c'est le ciel, Bett c'est le lit. Donc en gros, ça se traduit par lit à baldaquin, qui est un système de défense aérienne où il y avait des tas de stations radars en France qui étaient excellemment bien installées. D'ailleurs, en 44, début 45, la Luftwaffe et la chasse de nuit a fait beaucoup de mal à nos raids de bombardiers. Bien que tous s'équipaient de guerre électronique. Bien. Autre question. Est-il vrai que le radar français Grave a pu suivre un bombardier B-2? Alors, le radar Grave n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. De toute façon, s'il l'a suivi, ben je ne sais pas, mais il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour suivre les satellites. Il est installé, le radar Grave. Alors, Grave, ça veut dire grand réseau de veille spatiale. Bon. L'émetteur est sur l'ancien terrain d'aviation de Bois-les-Peines, à l'est de Dijon, une piste où on allait s'entraîner sur Mirage. Et puis, le récepteur est à Apt, où il y avait un silo de nos systèmes SSBS. Voilà. Et c'est un système radar spatial qui est actuellement en train d'être modernisé et qui, en 2025, devrait être changé pour plus moderne parce que Grave est déjà un peu âgé. Voilà. Mais voir un B2, si vous voulez, là encore, si vous prenez un Messerschmitt 110 avec un radar Messerschmitt, de Schmetterling, qui veut dire le papillon en allemand, eh bien, vous allez voir, vous risquez de voir un B2, hein, avec un gros radar à très basse fréquence, oui, souvent tout le monde n'en a pas. Mais il est possible que sur l'harmonique, sur un lobe secondaire, c'est possible. Mais je doute.